Bonjour. Dans la dernière séance, nous avons commencé à parler du XVIe siècle et en particulier de la Pléiade et de son tentative de faire du français une langue illustre pour le faire sortir de sa dimension purement populaire et du mouvement de réflexion sur la question de la langue qui commence à partir de la Pléiade et qui se développe à partir du modèle italien et culmine dans la rédaction de la défense du Bélay. Aujourd'hui, par contre, nous continuons et nous terminons le travail sur le XVIe siècle et nous aborderons l'aspect le plus normatif et rationnel de cette tentative, et en particulier la question de la grammaire et de l'orthographe. Alors, c'est ce qu'on fera dans la première partie d'histoire externe. Donc, comme j'étais en train de vous dire, le XVIe siècle, comme j'étais déjà anticipé en partie dans la dernière séance, le XVIe siècle se distingue par son effort de structuration grammaticale du français qui n'avait jamais eu lieu auparavant pendant l'époque médiévale. Alors, qu'est-ce qu'on commence à faire au XVIe siècle? On commence à essayer d'organiser la langue, de l'étudier et de l'améliorer. En particulier, on commence par recenser les mots, le lexique qui appartiennent à cette langue. Et on essaye de décrire et de comprendre et d'améliorer la langue en général. Le but est un but littéraire pour mieux écrire, pour faire de la littérature française une véritable littérature, mais c'est aussi un but en quelque sorte politique, puisque la question de la langue est toujours, euh, comment dire, insérée aussi dans une question de communication officielle, de langue du pouvoir, et le fait de structurer la langue française est utile aussi pour doter la France d'une langue officielle du pouvoir. La première chose donc qu'on essaye de faire pendant le Moyen Âge, comme vous avez vu, on avait laissé vivre librement toutes les variantes dialectales. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, étaient devenues très importantes du point de vue de la production littéraire, parfois même plus importantes que la variante centrale du français parisien. Au XVIe siècle, on commence à essayer d'éliminer, d'éradiquer ces dialectes et aussi la langue occitane. Il y a un épisode curieux qui est reporté par le grammairien Pierre Ramus dans sa grammaire composée en 1562, c'est-à-dire c'est l'intention de François Ier de éliminer la langue occitane et de imposer d'une certaine manière la langue française. Quand il commanda par toute la France de plaider en langue française. Alors il y a eu des plaintes, évidemment, surtout du côté provençal, et les députés provinciaux sont allés voir le roi pour protester justement à cause de cette imposition du français en dépit de la langue occitane. Mais, ce qui dira Mu, ce gentil esprit de roi, le délayant de mois en mois, c'est-à-dire qu'il ne la recevait pas, il les laissait attendre, euh, et il les faisait recevoir seulement par son chancelier, en leur disant qu'il n'aurait jamais parlé une autre langue que le français, que la sienne. Et cela a obligé, d'après cet épisode relaté par Ramus, a obligé les représentants de l'Occitan à apprendre bien le français. Et une fois qu'ils ont plaidé leur cause en français, évidemment, le jeu était fait pour François Ier. La conclusion de Ramus est que euh, finalement, quand ils ont été reçus par le roi, ils ont dû exposer leurs questions en langue française. Et donc, c'était bizarre de voir que des gens qui étaient venus pour combattre la langue française, à cause de ce combat, l'avaient apprise et avaient été obligés de l'utiliser. Voilà, l'épisode reporté par Ramus. Il y a donc au XVIe siècle un effort de organiser le français dans le sens normatif. C'est un travail qui a été commencé par des personnages
parfois liés à la Réforme, tels que Théodore de Bèze, qui est le successeur de Calvin, et par des imprimeurs et des grammairiens tels que Henri Étienne. La fondation de cette norme française était, en principe, en tout cas dans l'idée de la plupart des intellectuels, de se fonder sur la langue parlée, mais en excluant, en éliminant les dialectalismes. Donc, on voulait fonder la norme, la grammaire de la langue française sur la langue d'usage, sur la langue parlée, mais en la unifiant et en éliminant tous les dialectalismes. De là, de cet effort, dérivent les premières grammaires du français, notamment, comme vous voyez, il y en a dans une cinquantaine d'années au cours du XVIe siècle, il y en a trois qui apparaissent. Je vous avais déjà dit d'ailleurs que la première grammaire du français écrite en France, qui est celle de Jacques Dubois, dit Sylvius, a été précédée d'une année par une grammaire produite en Angleterre. Donc, encore une fois, si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ce problème. L'Angleterre est toujours à l'avant-garde, pour ainsi dire, du point de vue de la structuration de la langue, de la compréhension de la langue. Mais ce sont les premières grammaires écrites en France qui nous intéressent maintenant, dont la première, justement, est celle du Jacques Dubois en 1531, pour passer ensuite à celle de Louis Maigret en 1550 et à celle de Pierre Amus en 1572. Alors, Jacques Dubois, son nom latinisé en Sylvius, a écrit donc une Grammatica Latino-Gallica, c'est-à-dire c'est une grammaire qui est écrite toujours en latin, mais pour expliquer l'organisation de la langue française. C'est une tentative qui se distingue par son esprit scientifique, mais qui donne un résultat assez limité et surtout qui n'a pas beaucoup de diffusion. C'est-à-dire que ces premiers essais de doter la langue française d'une véritable grammaire s'adressent encore à un public très limité et ils n'ont pas donc une véritable incidence dans l'ensemble des personnes qui parlent et écrivent le français. La grammaire de Dubois est suivie par celle de Louis Maigret qui précise, pour ainsi dire, l'idée de norme grammaticale qui est établie à partir d'une communauté d'usage, comme on vient de dire. C'est-à-dire on essaie de privilégier non pas la langue écrite, et en particulier la langue écrite par les savants, par les gens de lettres, mais on essaie de établir cette norme à partir de l'usage. Évidemment, l'usage n'est pas poussé jusqu'à prendre en considération toutes les formes populaires. C'est toujours une conception assez restreinte, c'est limité d'usage, mais c'est en tout cas plutôt sur la langue parlée qu'on essaie de fonder la norme grammaticale. Finalement, on doit mentionner en tout cas le dictionnaire français-latin de Robert Estienne, composé sur 10 ans, entre 1539 et 1549, par l'imprimeur Robert Estienne, imprimeur de grammairien Robert Estienne, qui était le fils d'Henri Estienne, qu'on vient de mentionner. Ce qui est important de souligner à propos du dictionnaire, c'est que Robert Estienne, finalement, invente la parole dictionnaire. C'est-à-dire que pour la première fois, ce mot est introduit dans la langue française. Ce mot qui aura une fortune très importante est pour la première fois introduit dans la langue française. Mais il faut également souligner que le dictionnaire français-latin de Robert Estienne reste un instrument adressé à un nombre limité de personnes, d'autant plus que les définitions de ce dictionnaire sont données en latin. Donc, il s'agit d'un dictionnaire de la langue française, mais les définitions des mots sont données en latin. Et donc, ça s'adresse encore une fois seulement aux gens qui peuvent parler et comprendre le latin. Qu'est-ce qu'on peut dire de toute cette série d'efforts du point de vue de la rationalisation
et de la représentation visuelle. Ce sont des efforts importants qui, justement, essayent surtout de donner une structure à la langue française. Mais ce sont des tentatives qui restent le fruit d'un travail intellectuel limité aux savants et qui n'a pas un impact très important sur l'ensemble des personnes qui parlent et se servent du français. Voilà donc ce qui est de ces premières tentatives. Et vous avez vu, je ne fais pas de commentaires, mais en principe, vous voyez à côté dans les fiches les images qui reproduisent des pages significatives des textes que je vais mentionner. Et là, par exemple, vous avez sous les yeux une page, la première page d'ailleurs, du dictionnaire de Robert Estienne, et vous pouvez constater en effet que les définitions sont écrites en latin. On passe donc à la deuxième fiche. Et dans cette fiche, on verra, donc jusque-là, on a vu plutôt l'effort des savants et des intellectuels d'organiser, de normer, pour ainsi dire, la langue française sur une base scientifique. Mais il faut dire que les fruits les plus importants dans la rationalisation et l'organisation du français, en particulier du point de vue de l'orthographe, sont dus au travail des imprimeurs, qui sont évidemment les premières personnes intéressées à créer une norme bien établie et commune, et en principe à simplifier tous les problèmes graphiques, toutes les variantes graphiques qui étaient présentes dans l'écriture du Moyen Âge, comme on a vu dans les séances précédentes. Il y a donc entre 1530 et 1560 une tentative de simplifier et de mettre un peu d'ordre dans l'orthographie. Vous avez vu que dans les manuscrits du Moyen Âge, on pouvait écrire les mots de plusieurs manières différentes avec plusieurs graphies différentes. Or, au XVIe siècle, et en particulier entre 1530 et 1560, on essaye de mettre un peu d'ordre dans ce type de manière d'écrire la langue française. Il s'agit, que vous pouvez bien l'imaginer, d'une approche différente par rapport à celui qui a été à la base des grammaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de plus pratique et de plus empirique, réalisé surtout par des imprimeurs tels que Robert Estienne, mais aussi à des gens de science. Je ne vous ai pas dit, quand j'ai commenté la première fiche, que Jacques Dubois, Sylvius, n'était pas un homme de lettres, un véritable homme de lettres, mais était un médecin. Donc c'est aussi la communauté scientifique, pour ainsi dire, qui se préoccupe d'organiser la langue française d'une manière plus structurée et plus fonctionnelle. Alors, un de ces imprimeurs qui joue un rôle très important dans l'organisation de l'orthographe française est Geoffroy Tory, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Champfleury. Mais on le verra tout à l'heure. Là, vous voyez une image. Alors, Tory, tout d'abord, comment dire, crée une police, une manière d'écrire les caractères très clairs, très logiques, vous voyez dans la feuille affichée, mais il aborde aussi la question de la graphie en introduisant, pas de manière tout à fait systématique, mais en commençant à introduire des signes diacritiques très utiles pour la clarté de la langue, tels que l'apostrophe, la virgule, la cédille et d'autres instruments de ce type. Si vous vous souvenez bien, dans les manuscrits du Moyen Âge dont on a vu quelques exemplaires, l'apostrophe n'existait pas, les mots étaient unis les uns aux autres. La ponctuation était très élémentaire, pour ainsi dire. Il n'y avait pas des nuances, une gradation entre les différents types de ponctuation. Donc la virgule, par exemple, n'existait pas. La cédille, oui, existait, mais était employée de manière très irrégulière et un peu au hasard, pour ainsi dire. Mais sur ça, on reviendra. Là, vous voyez,
par exemple, sur cette page, c'est toujours une autre page du Chant fleuri de Geoffroy Tory. Dans cette page, vous voyez la ponctuation proposée par Geoffroy Tory, qui propose 3 types de ponctuation: le point carré, le point crochu et le point triangulaire. En particulier, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est le point crochu, qui est le deuxième, vous voyez, celui au centre, et qui est à la base de l'invention justement de notre virgule moderne. Le point carré étant le point ferme, le point fixe, pour ainsi dire, le point de fin de phrase. Le point crochu, par contre, est justement commence à avoir la valeur de ce qui est la virgule pour nous. Ces tentatives de réforme orthographique continuent, réalisées par les premiers grammariens dont j'ai déjà parlé, et on peut mentionner de manière spécifique Maigret, dont on a déjà parlé, Pelletier, qui est un autre grammairien dont on n'a pas parlé, mais dont le rôle est assez important pour la réforme orthographique, et Pierre Amu, qu'on vient aussi de mentionner. Les résultats, évidemment, sont assez importants. Par exemple, on voit que Robert Estienne introduit progressivement l'emploi des accents aigus, qui restent toujours assez irréguliers, mais qui commencent à s'affirmer de plus en plus dans les textes imprimés de l'époque. Alors que Sylvius introduit les accents graves et circonflexes. Là, vous avez représenté la page de la grammaire de Sylvius, qui présente les différents types de signes diacritiques, et vous voyez qu'on a déjà donc dans les premières lignes, on peut voir que on a déjà l'accent aigu et l'accent grave, mais surtout, pour la première fois de manière systématique, vers les dernières lignes, vous voyez qu'il y a des exemples d'emploi de l'accent circonflexe. Oui, alors on reviendra évidemment sur ça, mais on peut dire que l'accent circonflexe est en tout cas l'union entre un accent grave et un accent aigu. De là naît donc un débat sur la modernisation orthographique avec plusieurs positions différentes, évidemment. On a vu que les problèmes étaient doubles. D'un côté, il y avait plusieurs façons d'écrire les mots dans les manuscrits du Moyen Âge, et donc il fallait évidemment unifier cette manière d'écrire. Mais de l'autre côté, il y avait eu aussi, pendant l'époque du moyen français, toute l'introduction de consonnes, en particulier de graphies latinisantes étymologiques, qui rendaient compliquer l'orthographe du français et qui surtout l'éloignait de la prononciation. Donc, par exemple, la position de Louis Maigret est assez radicale. Il essaye de proposer une coïncidence totale entre orthographe et prononciation, ce qui était une idée intéressante d'un certain point de vue, parce que ça aurait énormément simplifié l'écriture du français. Vous voyez que cela donne toutefois des résultats assez bizarres. Donc, dans cette phrase de Maigret écrite en rouge que vous voyez, vous pouvez voir aussi, au-delà du contenu de la phrase, qu'elle est écrite en appliquant exactement ce type d'orthographe phonétique, pour ainsi dire. Faire cadrer les lettres à l'écriture, vous voyez, il y a l'élimination des lettres finales qui ne sont pas prononcées, aux voix et à la prononciation sans avoir égard aux lois sophistiques de dérivaison et différence. C'est, comme je vous disais, une position intéressante, mais malheureusement un peu trop extrême. Évidemment, pour nous aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile d'apprendre l'orthographe du français si la position de Maigret s'était imposée, ce qui n'a pas été le cas parce que désormais l'habitude, enfin l'orthographe, la graphie du français était trop poussée vers la graphie latine et c'était énormément très difficile de revenir en arrière et de produire une coïncidence totale comme celle qui préconisait
Maigret. Donc, ce qui a prévalu est la position plus prudente du Bellay, qui euh, proposait de suivre l'usage plus que la raison, c'est-à-dire de s'adapter à l'usage et donc de se limiter à fixer une graphie identique pour toutes les formes, même si cette graphie devait forcément s'adapter à l'habitude d'utiliser des lettres étymologiques qui ne faisaient pas partie de la prononciation, qui n'étaient pas prononcées. Mais c'est effectivement la position du Bellay qui s'impose plutôt. Et finalement, l'orthographe qu'on voit s'imposer dans les textes imprimés du XVIe siècle au fur et à mesure est un mixte de celle élaborée par Robert Estienne et de celle pratiquée par Ronsard. Je vous laisse aller voir les textes de Ronsard qu'on a commentés la dernière fois pour voir quelle était son habitude orthographique et pour pouvoir comprendre finalement quelle est la base sur laquelle on a construit l'orthographe du français moderne. On peut donc passer à la troisième fiche d'aujourd'hui qui va dans la même direction de la compréhension de la simplification de la graphie médiévale, surtout de la contribution donnée par les imprimeurs à cette tâche. Une des conséquences immédiates de cette simplification est évidemment la simplification de la graphie médiévale et l'élimination des abréviations. Les abréviations avaient un sens dans la civilisation médiévale, qui était une civilisation manuscrite, évidemment, parce que ça prenait beaucoup de temps d'écrire à la main et le fait d'abréger les mots simplifiait la tâche des copistes d'une certaine manière et avait créé toute une série d'abréviations qui étaient communes, d'usage commun par les copistes, mais qui évidemment rendaient un peu plus compliqué la lecture de ceux qui n'avaient pas l'habitude à comprendre ces abréviations. Or, avec l'impression, la rapidité de la diffusion de l'écrit était évidemment beaucoup plus importante par rapport à des textes manuscrits, et cela pouvait permettre d'éliminer toutes les abréviations qui étaient utilisées par les copistes du Moyen Âge. Le deuxième point, c'est, on l'a déjà parlé, l'introduction de la ponctuation moderne et en particulier de l'apostrophe, des accents et de la cédille organisée de manière claire. Alors, on commence à utiliser l'accent grave non tellement pour distinguer le degré d'ouverture du et est, ce qui est plus typique d'une époque plus récente, comme on verra, mais on commence à l'introduire surtout pour distinguer à préposition de à, verbe avoir, et pour distinguer ou conjonction et ou à verbe locatif. Donc, on utilise l'accent grave surtout pour le a et pour le u, et en particulier pour faire ces deux distinctions dont je vous ai parlé. L'accent aigu, par contre, est introduit à partir d'un usage italien, de l'exemple italien. Les Italiens utilisaient l'accent aigu pour indiquer les accents toniques en latin. On l'introduit dans la langue française dans le même but, c'est-à-dire d'indiquer certains voyelles toniques, mais en particulier les E toniques finaux. Donc, c'est ça surtout, on ne l'utilise pas tellement, pas pour l'instant en tout cas, à l'intérieur de mots, mais on commence à l'utiliser de manière plus ou moins régulière à la fin de mots pour indiquer un E tonique final. Et par contre, comme je vous ai déjà anticipé, l'accent circonflexe est introduit d'après un usage grec et il s'agit de l'union d'un accent aigu et d'un accent grave. Or, l'accent circonflexe commence à être utilisé pour indiquer des voyelles longues, c'est-à-dire au XVIe siècle, on a encore, c'est ce qu'on verra dans la partie phonétique, on a encore une distinction entre voyelles
brèves et voyelles longues. Et l'accent circonflexe est utilisé aussi de manière assez irrégulière, mais pour indiquer des voyelles longues. La cédille, par contre, est utilisée suivant le modèle espagnol et commence à indiquer, euh, comment dire, le C prononcé de manière sibilante. Donc le S. Euh, je souligne, c'est juste une curiosité, mais c'est toujours intéressant de le savoir, que effectivement, le mot cédille vient du mot cedilla espagnol, qui signifie, d'après son étymologie, petit z. Et en effet, il s'agit, du point de vue graphique, de l'ajout d'un petit z, de ce qui était à l'origine un petit z, en dessous d'un C. Cela pour montrer que ce C, en réalité, est prononcé plus ou moins à la manière d'un Z. Et autre prise de position qui se révélera très importante par la suite est la distinction systématique de I et je et de U et ve. En fait, on a constaté pendant tout le Moyen Âge, le I long, donc le J, était écrit exactement comme un I. Et donc, c'était au lecteur de comprendre comment il fallait prononcer. De la même manière, en respectant encore une habitude qui était déjà latine, U et V étaient écrits toujours U. Et là aussi, encore une fois, on laissait au lecteur de déterminer quelle était la bonne prononciation. Cette distinction assez systématique est faite pour la première fois dans une publication des œuvres de Clément Marot, celle que vous voyez représentée dans l'image, réalisée à Lyon par l'éditeur Jean de Tourne en 1558. Or, la distinction qu'on pourrait constater n'est pas encore tout à fait systématique. Vous voyez qu'il y a encore, par exemple, déjà la deuxième ligne, il y a Savoie écrit avec un U. Mais vous avez, au fur et à mesure, l'introduction, par exemple, vous avez vide vers le centre du texte. Vous avez encore un peu plus bas, si vous arrivez à voir, maintenant je ne la trouve plus, mais il y a aussi d'autres V que vous pouvez retrouver dans cette image, ainsi que des J qui apparaissent de temps en temps. Vous voyez par exemple, juste en dessous du grand A, jour, écrit avec un J. Ou encore un peu plus bas, jetant, etc., etc. Donc, on commence à introduire cette distinction qui n'est pas encore tout à fait systématique, mais qui est une distinction très importante pour la clarté de l'orthographe française. Et finalement, on impose la graphie OU pour indiquer le U latin, c'est-à-dire le U non palatalisé, pour ainsi dire, le OU, ce qu'on prononce OU. On impose la graphie OU, alors que, comme si vous vous souvenez, dans certains dialectes, surtout du Nord, on utilisait pendant le Moyen Âge d'autres graphies, différentes, pour ainsi dire. Donc, il nous reste à voir la dernière fiche de la partie d'histoire externe de la langue, et c'est une fiche particulière parce que c'est une fiche consacrée à Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, c'est un personnage qui n'entre pas de manière directe dans la question de la langue. C'est une figure qui est assez isolée, soit du point de vue de sa réflexion et du point de vue aussi de sa production littéraire. Son ouvrage n'est pas un ouvrage typique du XVIe siècle, mais il s'agit d'un énorme ouvrage, je parle évidemment des essais, d'un énorme ouvrage dans lequel Montaigne dresse un portrait de l'homme qu'il est, lui, Montaigne, mais en même temps, il parle un peu de l'humanité en général et de toute
les arguments importants de la vie. Donc c'est une sorte de journal, si vous voulez, suivi et mis à jour pendant toute la vie pratiquement de Montaigne, qui a un impact très important parce qu'il s'agit d'une publication extrêmement moderne sur laquelle se fonderont et se baseront beaucoup d'autres auteurs dans les siècles à suivre. En fait, les essais, ils sont réalisés entre 1580 et 1592, c'est-à-dire jusqu'à la mort de l'auteur, exercent aussi une grande relecture de la pensée antique. En fait, Montaigne possédait une bibliothèque extraordinaire des textes classiques latins et grecs. Son éducation avait été faite entièrement en latin, donc c'est quelqu'un qui était, si vous voulez, plus à l'aise avec la langue latine qu'avec la langue française. Avant de continuer à parler de Montaigne et de ses essais, je voudrais dire un mot sur la question éditoriale des essais. Les essais ont eu 4 éditions, en tout cas, du vivant de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur a continué à modifier, à ajouter des parties, à intégrer ce texte qui a été publié 4 fois de son vivant entre 1580 et 1588. Non seulement il y a eu donc 4 éditions de son vivant, mais un exemplaire du 1588 a été soigneusement relu et annoté par Montaigne, qui a modifié beaucoup de parties et a ajouté d'autres parties. C'est ce qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, donc un exemplaire de l'édition de 1588 qui contient les annotations autographes de Montaigne. Et finalement, en 1595, Marie de Gournay, disciple et comment dire, admiratrice de Montaigne, a réalisé l'édition posthume des essais qui prenait en compte les annotations autographes, mais dans une version particulière qui ne coïncide pas tout à fait avec ce qu'on peut voir dans l'exemplaire de Bordeaux. Donc, c'est une question éditoriale très complexe, celle des essais. Les éditeurs modernes adoptent parfois des critères différents pour l'édition, mais c'est une chose sur laquelle on reviendra. Pour l'instant, je voudrais continuer à parler pour un moment de Montaigne. Comme je vous disais, donc, c'est une personne qui a été formée au latin. Il a même parlé latin jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, c'est d'après ce qu'il dit lui-même. Et donc, il était beaucoup plus à l'aise avec la langue classique, avec la langue latine, que le français. Il était conscient que le français, langue qu'il avait choisi d'adopter avec un choix très moderne, pour ainsi dire, mais que cette langue, d'après lui, et en tout cas pour sa connaissance, était incomplète et imparfaite pour la tâche qui lui était demandée. Et pourtant, c'est justement à la langue française que Montaigne s'adresse pour écrire son chef-d'œuvre. C'est en fait donc une tentative d'expression dans une langue spontanée, dans une langue qui ne soit pas figée comme la langue classique, même si cette langue classique était plus complète et plus, pour ainsi dire, adaptée à exprimer toutes les nuances de la pensée humaine. C'est à la langue française que Montaigne s'adresse dans l'idée de donner son expression, l'expression de ses pensées dans une langue justement spontanée. Et pour lui, le français était vraiment une langue spontanée. Ce n'était pas la langue qu'il avait appris dès sa naissance, et surtout, ce n'était pas une langue qui pouvait encore être dotée d'une véritable structure grammaticale qui pouvait permettre toute la souplesse expressive qu'avait la langue latine. Il s'agissait en fait d'une langue spontanée que Montaigne enrichit
plus avec la pratique qu'avec la réflexion théorique. Montaigne n'est pas un théoricien de la langue. Montaigne est quelqu'un qui réfléchit sur la langue pour euh, dénicher, disons, son pouvoir d'expression. Et c'est avec ce travail que Montaigne, tout en n'entrant pas dans le courant de réflexion normative et grammaticale, c'est avec ce travail que Montaigne fait un énorme service en faveur de la langue française en l'enrichissant et en la rendant beaucoup plus souple et riche. Dans ces réflexions sur la langue qu'on trouve dans les essais, réflexions, comme je vous ai dit, plus pratiques que théoriques, il condamne néanmoins l'excès de néologisme. Donc, il s'accorde, disons, à cette position qui contestait l'introduction de beaucoup de latinismes opérés pendant l'époque du moyen français. Et donc, il essaie de revenir à une langue plus naturelle, qui ne se limite pas à reprendre des mots du latin sans les adapter aux particularités de la langue française. Et il recherche donc, à travers sa manipulation du français, il recherche ce qu'on appelle une singularité universelle. C'est une sorte d'oxymore, mais qui a du sens, puisque, comme je vous ai dit, les essais sont un écrit d'un côté extrêmement personnel, dans lequel Montaigne nous parle de lui-même, parfois avec certaines anecdotes très personnelles, certaines réflexions très personnelles, mais en même temps, il essaie de dresser un portrait de l'homme en tant que tel. Donc sa singularité recherchée aussi à travers ce nouvel emploi de la langue française a une portée qui est en même temps universelle. Donc il y a l'ambition de décrire l'humanité en tant que telle, excusez-moi. Évidemment, et forcément, d'après ce qu'on a dit, la langue qu'il utilise est une langue aussi très personnelle. C'est un français très personnel qu'il essaie de construire d'après les besoins de son expression, dans la conscience que il y avait aussi une question. Enfin, Montaigne a eu pendant toute la vie une sensation de ne pas maîtriser parfaitement la langue française ou de la maîtriser moins que le latin. Mais c'était justement ce manque de maîtrise, pour ainsi dire, qui l'a poussé à améliorer la langue. Il a poussé à faire un effort de expressivité qui a permis à la langue française de devenir, comme je disais, beaucoup plus riche de ce qu'elle était à l'époque. Donc, en même temps, en adoptant ce français très personnel, Montaigne nous livre un des premiers monuments de la langue moderne, c'est-à-dire un véritable livre personnel et universel sur sa vie et sur l'homme en tant que tel. Il est important de souligner cet aspect parce que, effectivement, Montaigne, comme je vous disais, ne rentre pas dans le courant de réflexion sur la grammaire, sur l'orthographe. On voit rarement des observations orthographiques ou grammaticales dans les œuvres de Montaigne, mais en même temps, il y a une langue française avant et après les essais, dans le sens que ce monument qui sont les essais nous livre une langue qui est désormais beaucoup plus souple et beaucoup plus capable d'exprimer des nuances de la pensée par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Alors, c'est tout pour la partie de histoire de la langue externe. Et on passe maintenant à la partie phonétique dont il nous reste à voir encore deux fiches.